Déjà, déjà novembre 2021. Ça va faire presque une année qu'on a commencé et on va en parler à la fin de ce webinaire. Et donc, le sujet pour aujourd'hui, c'est les partages d'outils digitaux et ça concerne plutôt un échange de ce que tous nous utilisons pour préparer une réponse à un appel d'offres. Je suis certaine que comme nous sommes dans plusieurs domaines et dans plusieurs métiers, il y a des informations ou des outils qu'on pourrait trouver intéressants et que peut-être on pourrait adapter à ce qu'on fait. Donc, je passe la parole à Sandrine qui va passer à travers cette présentation et ce qu'on a préparé pour aujourd'hui. Merci Hilda. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Je n'ai pas un mode présentation encore. Non, parce que je voudrais prendre des notes en fait, justement, puisque ce webinaire-là, l'idée, c'est vraiment de partager ensemble ce que chacun utilise. Si vous pouvez vous mettre en mute quand Oui, vous parlez on pas. va couper les micros et lorsqu'on veut parler, donc on réactive les micros. Donc l'idée quand on a préparé ce webinaire, et puis c'est venu du dernier webinaire que Anne avait présenté, où pendant le partage, en fait, il y avait des demandes à dire ce serait sympa d'échanger sur voilà, les différents outils qui sont utilisés par chacun. Donc la façon dont on voyait ça, c'est d'avoir, pour pas qu'on parte dans tous les sens là pour les 45 minutes, c'est de se focaliser sur les différentes étapes de réponse à appel d'offres. Donc d'abord pour préparer, qu'est-ce qu'on utilise? Pour échanger avec les clients ou en interne, qu'est-ce qu'on utilise? Pour rédiger et pour répondre en ligne. Donc ça, c'est ce qu'on vous propose comme format. Et ce que je voudrais faire, c'est pendant le webinaire, donc sur le premier, mettons, c'est qu'on échange. Et moi, je voudrais prendre des notes, parce que l'idée, c'est de restituer aux membres et à tous, voilà, qu'est-ce qui est utilisé et pouvoir s'en servir après ou pouvoir faire évoluer nos façons de faire dans nos entreprises. Moi, j'ai renseigné déjà ce que moi je connais, ce que j'utilise. Après, voilà, la parole va vraiment être ouverte. Donc, si on commence par le premier, donc pour préparer les appels d'offres, qu'est-ce que vous utilisez si vous utilisez des outils particuliers? Est-ce que quelqu'un a une idée déjà, enfin un premier outil qu'il utilise? Après, on peut se dire préparer, échanger si vous n'avez pas rien sur préparer, mais voilà, pour démarrer. De mon côté, Oui. j'utilise, pardon. Moi, j'utilise Teams en fait, aussi bien pour préparer que pour échanger, que pour préparer aussi. Ma base de données, elle est Teams, mais sachant que en fait, j'ai en miroir tous les documents que j'utilise sur mon poste de travail. Parce que ce n'est pas très pratique Teams pour avoir une base de données, je trouve. Notamment Quand tu dis base de données, en fait, c'est quoi exactement? C'est un répertoire? Oui, Un ce sont des répertoire? répertoires. Toutes les données qu'on réutilise et qu'on utilise pour les réponses à appel d'offres, voilà. Parce qu'on repart pas d'une page blanche à chaque fois. Et du coup, dans Teams, c'est quoi? Tu utilises les canaux où vous êtes toute l'entreprise? En fait, j'ai créé un Teams pour ma partie bid, avec un D'accord. répertoire. Mais sachant que l'intérêt de Teams aussi, c'est qu'on peut avoir la même chose sur son poste de travail en miroir, en fait. Et là, c'est intéressant quand on a une recherche à faire, parce que je trouve que la recherche, elle n'est pas top dans Teams. Du coup, les recherches, je les fais sur mon poste de travail avec un outil de recherche, voilà, un utilitaire, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'utilise Teams, en fait, pour tout, aussi bien pour donc la phase de préparation, les échanges aussi, bon, avec les emails, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas toujours réceptifs aux échanges dans Teams. Et puis également, pour toute la phase de collaboration, de travail, puisque Teams permet de compléter un doc Word, un fichier Excel, un PPT,
en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à travailler sur le même document. Donc ça, c'est vraiment top, je trouve. Enfin, moi, Teams, ça m'a sauvé ma vie de build manager, personnellement. Mais bon. Il y a une fonctionnalité sur Teams aussi que j'aime bien utiliser, c'est le Kanban. Parce que ça permet aussi bien, on peut découper justement l'appel d'offres en différentes phases, attribuer des tâches les uns aux autres et automatiquement les personnes vont avoir des tâches enfin des alertes et ça nous évite de faire de la relance et de faire uniquement du travail de PMO, de relance sur des deadlines ou des choses comme ça. Et je trouve que Teams pour le coup fonctionne très très bien pour ça. Alors du coup, Kanban, c'est un autre En fait, tu peux logiciel. créer. Non, c'est dans Teams, tu peux rajouter un channel qui est, je crois que ça s'appelle planificateur Oui, ou d'accord, c'est planeur. ça qu'appelle Et Kanban. donc, tu peux le mettre en configuration Kanban ou en pure configuration planning, D'accord, comme tu veux. d'accord. Et on peut attribuer des actions à chaque personne. On peut créer autant de réservoirs, entre guillemets, de fiches Kanban. Donc, ça permet pour moi, je trouve que c'est une bonne manière d'organiser le travail sur les différentes phases ou sur les Ouais. différentes parties à travailler. Je peux avoir un réservoir dédié à la partie technique, un réservoir dédié à la partie commerciale, et je peux affecter les différentes personnes de l'équipe aux tâches. D'accord. Je connaissais Trello. Oui, bah ça fonctionne un peu pareil, mais l'avantage, c'est que D'accord. tout est réconcilié dans Teams. D'accord, bah, c'est intéressant, ok. Je regarderai. Trello, c'est un autre logiciel ou c'est une partie de Teams? Oui, c'est un autre Notre logiciel. logiciel. C'est un outil de gestion de projet à la base. Ouais, ouais. Peut-être ce qui serait bien, Sandrine, c'est d'ajouter à chaque fois pour les outils comme tu le fais là et peut-être encore plus de dire tel outil pour communiquer ou pour échanger ou pour quel type d'action. Ouais. Après là, on était dans préparer, échanger. Donc en fait, ils sont globaux quoi, ceux-là. Oui, Enfin, c'est ça, oui. Bah, Trello, on peut l'avoir du début à la fin, quoi, en fait. Teams, c'est pareil. Je pense que Teams, on le retrouvera du début à la fin Oui. aussi. Et peut-être que ce qui serait intéressant aussi, c'est de dire, je ne sais pas si on a les mêmes choses à préparer chacun dans notre domaine d'activité, mais qu'est-ce qu'on entend par préparer? C'est préparer, organiser tous les documents, organiser le planning, organiser, etc. Il y a peut-être différentes phases aussi dans la préparation, différentes choses, différentes tâches qu'on fait chacun. Oui. Pour ma part, la préparation, elle se fait. Alors, tout dépend de l'organisation dans laquelle on travaille. Moi, je travaille dans un groupe décentralisé. Et je travaille avec des filiales qui sont basées dans toute l'Europe et un petit peu en dehors. Et la phase de préparation, nous, elle se passe en amont avant de partager avec nos filiales. Et donc, dans cette phase de préparation, on a toute la récupération de l'information et de la demande et des documents, l'organisation de ces documents sur un réseau partagé, et puis l'analyse et la synthèse de ces documents. Donc, on va travailler pas mal au début, avant de partager, hein. Donc, on va travailler, on va utiliser pas mal Excel pour lister tous les documents et l'explication de à quoi servent ces documents. On va travailler aussi sur l'analyse de la demande du client. Et puis, on va ensuite aussi travailler sur Teams pour lancer. Là, on commencera dans la phase d'échange. Mais je veux dire, tous les outils un peu plus complexes de digitaux, ils vont être après dans la phase d'échange. Parce que là, on a un super truc après. Je partage. Nous utilisons SharePoint plutôt comme outil pour les contrôles documentaires, mais on prépare vraiment beaucoup de livrables de l'offre sur SharePoint parce que ça permet l'accès en même temps à plusieurs personnes et ça permet aussi que plusieurs personnes travaillent sur les mêmes documents, les co-authoring. Et ça nous aide beaucoup pour les types de livrables qu'on prépare. Et c'est des pages et des pages et des pages de livrables. Moi, j'utilisais plutôt Box, enfin un dérivé de Dropbox ou des choses comme ça. Et quel avantage il y a à ces outils SharePoint là ou Teams par rapport à Box? Pour nous, comme je mentionne, pour SharePoint, c'est parce que permet le co-authoring des fichiers. Et généralement, nous, on parle des centaines de fichiers nécessaires pour préparer une offre. Et ça permet de les structurer comme un réseau interne
aussi, tu as tes chemises et tes sous-chemises. Et c'est plus facile de retrouver les éléments dedans que dans des répertoires? Tu as les répertoires, les chemises, oui, c'est ça que je voulais dire, par chemise, les répertoires, sous-répertoires, les documents. Quand on travaille dans joint venture avec plusieurs partenaires, aussi c'est plus facile de faire des accès. C'est ouvert à l'extérieur, ouais. C'est ouvert à l'extérieur, oui. Tu peux aussi ouvrir, quand tu es sur Teams par exemple, je crois que SharePoint c'est pareil, si tu as un document Word, tu peux soit l'ouvrir avec une version Word en ligne, soit l'ouvrir avec ta version Word qui est en local sur ton poste. Oui. Tu l'ouvres, tu dit que tu modifies le document et quand tu fermes, ça enregistre au fur et à mesure. En fait, tes modifications, tu n'as pas à le redéposer sur le répertoire, c'est automatiquement synchronisé. C'est comme travailler live. Je ne savais pas qu'avec Teams, on pouvait faire ça, mais pour SharePoint, oui. Tu peux le faire aussi avec Teams. Et moi, je trouve que Teams, notre intérêt, c'est que c'est un outil global où tu vas avoir la partie où tu partages les documents. Tu vas avoir aussi le fil de discussion où tu vas pouvoir échanger avec les contributeurs à la réponse, avec un système de notification qu'ils peuvent recevoir une notification quand on a un message qui les concerne particulièrement. Il y a aussi la planification. Donc, en fait, dans un seul outil, tu regroupes un petit peu plusieurs besoins. Ça t'évite d'avoir 36 outils à connaître et maîtriser. Un outil qui n'a pas été cité, mais je pense qu'on est beaucoup quand même à l'utiliser, c'est PowerPoint dans la partie préparation. En tout cas, moi, c'est un outil que j'utilise à la fois pour... alors, je suis dans une société qui a la particularité d'être... où on est à la fois prestataire, on accompagne nos clients sur leurs réponses à appel d'offres, et on est également éditeur de logiciels d'aide à la réponse aux appels d'offres. Et pour tous nos clients, pratiquement tout le temps, leurs revues, Gonogo par exemple, sont sur un support PowerPoint. Et on utilise également un support PowerPoint pour avoir une sorte de tableau de bord de suivi de l'avancement de la réponse. Et ce tableau de bord sert de support à toutes les réunions d'avancement qu'on a. Donc, c'est des supports qui permettent à la fois de servir de support pendant la réunion et de compte rendu à la fin de la réunion. Donc, on est à cheval entre la partie préparation et échange. Cette partie PowerPoint, nous, c'est un vrai outil de pilotage de l'avant-vente, ce document PowerPoint qu'on utilise. Et tu l'utilises de manière manuelle ou automatique? Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait des outils où ça te fait le reporting de Power BI dans PowerPoint, justement, pour avoir du coup tes slides mis à jour avec tes données de reporting. Moi, je le fais de façon manuelle, mais ce serait intéressant de creuser le sujet du reporting automatique. Moi, j'ai un document PowerPoint avec plusieurs parties. Une première partie où j'ai tous les éléments de contexte et d'analyse de l'affaire. Une deuxième partie où j'ai toute la description de l'organisation, donc un slide avec l'annuaire des contributeurs, un slide avec les documents du dossier de consultation, un autre avec les documents à produire. En face de chaque contributeur, j'ai le rôle de chacun. Enfin, j'ai la partie planning aussi. Et puis ensuite, j'ai toute la partie stratégie de réponse où on va travailler le SWOT, l'analyse des risques, le positionnement concurrentiel et l'identification des messages clés qu'on va devoir retrouver après un peu partout dans le document de réponse. Et tout ça, c'est centralisé dans un même document PowerPoint qui permet à tout moment de savoir où trouver l'information. Et en complément, à chaque réunion d'avancement, j'ai un slide, un seul, avec en gros des cases, une case fait marquant de la période, une case prochaines actions, un petit encart timeline, un petit encart point de vigilance, et puis des petits curseurs pour suivre l'avancement de différents chantiers. Ce que j'appelle le chantier, l'analyse juridique du contrat, ça peut être un chantier, la rédaction de la proposition technique, ça peut être un chantier, le chiffrage, ça peut être un chantier. Et tout ça, c'est sur un slide. Et à chaque point d'avancement, moi, je prépare ce slide en amont. Je le partage pendant la séance, on complète ensemble et ça sert de compte rendu à la fin. Et je le dépose sur Teams une fois à chaque fois qu'il est mis à jour.
Et je vois aussi dans le chat là, il y a pas mal de choses avec donc CRM, Salesforce. C'est vrai que moi aussi j'ai vu Salesforce et où on peut justement implémenter, automatiser tout ce reporting aussi. Et je vois aussi, qui est-ce qui a parlé des outils Google? Alors, je vais bien revenir faire un Oui. petit point sur Salesforce, Ouais. 2 secondes. On a un CRM effectivement qu'on partage avec l'équipe centrale, l'équipe stratégique, et puis ensuite avec nos filiales. Mais dans cette phase de préparation, on va aussi scanner et synthétiser tout ce qu'il y a dans l'appel d'offres, qui correspond bien sûr à notre domaine d'activité. Donc, on a des champs spécifiques qui nous permettent ensuite de faire du reporting. On va lister, on va déjà déclarer l'appel d'offres reçu à telle date, etc. On va noter toutes les dates clés. Et derrière ces dates clés, il y a aussi un système de workflow qui fera qu'ensuite, ça va déclencher des alertes pour tous les participants. On va décider aussi de qui est inclus, qui on va inclure dans notre appel d'offres, parce que là, ce sont nos filiales qui vont gérer les offres locales et la partie tarifaire. Et donc, une fois qu'on appuiera sur un autre bouton, voilà, ça y est, on partage l'appel d'offres. Toutes ces informations seront partagées automatiquement avec les filiales. Et donc, sur cette page d'appel d'offres, on a toutes les informations principales qui concernent l'appel d'offres, donc le timeline, tout ce qui est date clé, tout ce qui est livrable aussi, tout ce qui est demandé par le client et nous, tout ce qu'on va mettre en face. Et puis, on aura aussi tous les participants et on aura le résumé de l'appel d'offres. Et puis, on va rédiger aussi, ça c'est l'équipe qui rédige ça, des instructions claires sur ce qu'on attend de nos filiales. Par contre, Anne, est-ce que tu es amenée des fois à travailler avec des partenaires externes Non, quasiment pas. Quasiment pas. Parce que tu peux pas partager, tu peux pas leur donner accès, j'imagine, Non, parce que non, Il on faut une pourrait le faire. licence, faut qu'ils aient une licence. Si, on pourrait le faire, hein, on peut programmer le système pour le faire en disant je partage juste certaines informations. Mais on n'est pas amené forcément à travailler avec des partenaires, nous, directement, ou alors ce sont plutôt nos filiales qui vont le faire. Et donc, c'est elles qui se chargeront de nous remettre l'information. On n'a pas ce besoin direct. Ok. Je vois Ansel tu parles de RFPIO. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais avec je serais curieuse au niveau de la préparation, là, comment tu l'utilises? Alors oui, donc RFIO, c'est un outil anglo-saxon, on va dire. Parce qu'ils sont, comme vous pouvez le savoir, ils sont assez avancés au niveau bid et proposal management. C'est un outil qui nous a été présenté par notre filiale anglaise et qui leur permet d'une part d'avoir une base de données pour pouvoir qui est mise à jour régulièrement par les supports matter experts et qui gère également la production de livrables. C'est-à-dire que ce qui est dans la base de données va pouvoir être injecté dans par exemple dans des documents d'appel d'offres du client automatiquement. Donc, pour donner un exemple très succinct, c'est le nom de l'entreprise, elle est dans la base de données. Si c'est demandé dans un document de l'appel d'offres, il sera mis en face automatiquement. Donc, c'est à la fois un outil de préparation dans le sens où les blocs de contenu sont préparés en avant par les subject matter experts et c'est aussi un outil pour piger la proposition après, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est Alors, l'équivalent un peu de Qvidian, non? Enfin, il est peut-être Ouais, plus poussé que Qvidian, mais oui, effectivement, en c'est exactement ça. préparation pour avoir du contenu et Oui. en Alors, rédaction. l'avantage avec RFPIO, c'est qu'il intègre aussi Salesforce. Donc, on peut récupérer les données du CRM. Il s'intègre dans Word, dans Excel. Donc, il y a pas mal d'intégrations qui sont possibles avec d'autres outils, le Slack aussi.
Quand tu Voilà. dis il s'intègre, c'est qu'il est comme Il se une connecte. fonction supplémentaire ou il se connecte? Parce que Qvidian, il se connecte aussi, enfin, il récupère aussi de Salesforce et on ouvre Ouais. aussi, enfin, on a des fichiers Word, mais est-ce que Ouais. c'est du coup, dans la fenêtre là, est-ce qu'il y a une fonction en plus RFPIO qui permet de faire quelque chose ou Non, il se connecte. Il récupère des informations dans les D'accord. deux sens. Il récupère de Salesforce et il l'injecte dans Salesforce. Ok. Après, il y a d'autres outils comme Qvidian ou Jack in the Box, pour être un peu chauvin, qui sont plus français. Voilà. On parlera de Jack in the Box après, parce que nous, on l'utilise. Ça va être dans la partie rédaction, effectivement. Ouais. Tant qu'on est sur la partie préparation, deux outils forcément nous qu'on utilise parce qu'on est éditeur de ces outils-là. C'est un outil d'aide à la qualification des appels d'offres publics qui s'appelle Qualify et un outil d'analyse des exigences qui s'appelle Comply. Donc, qui sont des outils assez innovants et qu'on continue à faire évoluer en fonction des retours de nos clients et de nos utilisateurs. Donc, c'est vraiment des outils qui sont Qualify très orienté marché public et Comply qui est pas spécifique marché public et qui va permettre vraiment de suivre tous les cas d'usage autour de la gestion des exigences pendant l'avant-vente pour pouvoir suivre toutes les matrices qu'il va falloir générer, matrice de conformité, matrice de couverture, etc. Et on est en train d'intégrer dedans tout ce qui va être analyse des doublons, contradictions, analyse des risques, analyse de la lisibilité. Pour ceux peut-être qui connaissent VisibleThread, on est un peu sur le même domaine que cet outil VisibleThread qui existe également. Et ça rejoint les. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres outils ou de gestion d'exigences que vous utilisez. Après, avec Qvidian, moi, en l'ayant utilisé, on pouvait le configurer pour charger justement les documents du client, mais il fallait avant faire un petit nettoyage des fichiers pour que ce soit des lignes Excel qui n'aient pas, enfin voilà, pas certains espaces, tout ça. Et on peut le charger et du coup, ça se transforme en texte et ça ne va pas aller chercher si cette ligne-là est une exigence ou si c'est juste du texte. Ça va juste prendre toutes les lignes et ça va chercher éventuellement des réponses correspondantes qu'on aura chargées avant. Mais ça ne va pas spécifiquement identifier cette phrase-là, c'est une exigence. Je propose qu'on avance sur échanger, parce que sur rédaction et répondre, je pense qu'on aura aussi pas mal de choses à mentionner. Allez-y. Donc Teams, je pense que tout le monde est pas mal sur ces échanges-là. Cécile. Moi, je suis toujours aussi sur la partie CRM. On a fait développer une application dans le langage Salesforce qui est directement rattachée à notre CRM et en fonction des intervenants, donc nos filiales avec qui on partage l'appel d'offres, on va avoir un échange aussi voilà, on va partager toute cette information qui est stockée ici avec tel et tel pays. Et puis, on va surtout pouvoir aussi échanger à travers des posts qui seront directement positionnés sur l'opportunité, sur l'appel d'offres. Donc ça, c'est assez facile aussi. Et ça marche super bien parce que tout le monde a la même information en même temps et a aussi le même niveau d'information. Et on échange aussi des documents à travers ces posts aussi. Ok. Moi, je peux parler de Slack. Oui, pardon. Pardon. Sur échanger, je ne sais pas si la partie brainstorming aussi fait partie d'échanger. Mais moi, j'ai testé, ça fait plusieurs fois que je teste l'outil Klaxoon, qui est plutôt pas mal pour pouvoir. C'est avec un K au début. Ouais, et il n'y a pas le C. Voilà, exactement. Et du coup, ça permet de créer un espèce de tableau de bord virtuel dans lequel on peut implémenter déjà des designs ou des choses comme ça. Et moi, je sais que je l'ai utilisé récemment pour pouvoir faire un SWOT et la proposition de valeur. Et chacun peut se connecter, rajouter ses idées, on peut réorganiser les idées. Et donc, à la fin, on obtient vraiment le résultat. Et même si certains sont à distance, ça permet de tous collaborer ensemble.
D'accord. Ouais, je crois qu'il y a un outil similaire moi, que j'avais utilisé qui s'appelle Miro, qui ressemble Oui, un peu à effectivement, ça. tout à fait. Après, je saurais pas dire les avantages et les inconvénients de chacun. Je vais le noter. C'est avec un X, Klaxoon. C'est avec un X? Ouais. Ok. Et je l'ai testé aussi, Klaxoon, et moi, j'ai pas eu, j'ai pas perçu véritablement la plus-value. Et du coup, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'on se retrouve vite à utiliser beaucoup d'outils et à devoir maîtriser beaucoup d'outils. Et je n'ai pas vraiment vu la plus-value de Klaxoon par rapport j'ai l'impression qu'on peut. Alors, je ne l'ai peut-être pas creusé avec toutes les possibilités qui sont ouvertes, mais je fais à peu près la même chose avec un PowerPoint, un peu comme tu es en train de le faire là, Sandrine. Et quand on est sur un document partagé, on peut aussi avoir la main des fois à plusieurs sur le même document, ou en tout cas avoir une personne qui recense les idées qui sont mises dans un fil de discussion. Et voilà, je ne sais pas si, je crois que c'est Camille qui a utilisé Klaxoon. Qu'est-ce que toi, tu as vu comme valeur ajoutée sur cet outil-là? Par rapport au nombre de personnes, nous, on a fait un brainstorming à une quinzaine de personnes. Et c'est vrai que ça permet vraiment de réfléchir en petits groupes selon les sites. Tu vois, il y en avait en Allemagne, en France. Ça permet vraiment de réfléchir chacun de son côté, d'envoyer les idées. Et ensuite, il y a un animateur qui peut reprendre la main pour voir chaque idée et laisser chaque groupe s'exprimer. Donc, c'est plus par rapport au nombre de connexions, au nombre de personnes, parce qu'à 15 sur un PowerPoint, ça devient compliqué. Et c'était du coup une bonne alternative, j'ai trouvé. Ça et du coup, tu vois aussi qui a rentré, Oui, quelle, c'est ça. quelle idée. info, quoi, quelle idée, C'est ouais. ça. C'est des Sur petits PowerPoint, post-it je que crois tu pas vois qu'on de puisse faire loin ça. et Ouais. quand tu cliques sur le post-it, il s'ouvre en grand et tu as le nom de la personne qui l'a envoyé en haut, ce qui fait que tu peux donner facilement la parole à la personne. Ok. Ou lui rappeler si elle a oublié que c'était elle qui l'avait dit. Aussi. Et nous, on utilise aussi SharePoint pour faire quelques échanges parce que SharePoint a une fonctionnalité que quand tu cliques sur un document avec le bouton droit, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Share et donc tu peux échanger les documents ou communiquer avec quelqu'un d'une façon très rapide, très facile. Et donc, ça permet aussi l'échange SharePoint. Et est-ce qu'avec SharePoint, tu as des notifications aussi? Tu Parce que peux créer- Teams, tu as une notification qui vient de dire Eh oh, on t'a envoyé un message. Enfin, tu le vois directement. Je ne sais pas si Quand tu SharePoint fais- a ça. Oui, quand tu fais les share avec SharePoint, c'est pour envoyer un email. Ah, ça Mais envoie un email. SharePoint, D'accord. oui, et c'est enregistré après dans ton Outlook, ou la personne le reçoit dans son Outlook. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas un développement spécifique qui a été fait pour votre SharePoint qui permet de faire ça? Ou est-ce que c'est une fonctionnalité toujours présente? Ma compréhension, c'est que c'est une fonctionnalité toujours présente pour ça. Et pour les alertes, c'est plutôt pour savoir si quelqu'un est rentré ou modifié un document. Ça, c'est très pratique quand on a le rôle de Proposal Manager. Mais ce n'est pas exactement échanger. Avoir une alerte, ce n'est pas exactement pour échanger. Il y avait une présentation qui avait été faite au BPC Europe, pas cette année, l'année dernière, avec l'utilisation de Monday pour planifier les tâches, suivre l'avancement des tâches, planifier les livrables, etc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent? Non. Ça s'écrit comme ça, Peggy? Comme lundi en anglais. M-O-N-D-Y. Ah,
Monday. Nous, on l'avait testé et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la même chose avec Teams. Et toujours pareil, un peu dans l'optique de rationaliser le nombre d'outils, on est resté sur Teams. C'est Teams qui ressort beaucoup quand même, hein, pour l'instant, hein. Enfin, d'un point de vue truc général, quoi, qui permet de Je tout pense faire. que ce qui est Alors, intéressant pour rejoindre Peggy, c'est aussi effectivement, il y a plein d'outils qui existent. Et peut-être avant aussi, enfin on le fera peut-être en conclusion, mais avant de partir dans tous les outils, c'est de se poser la question, quels sont nos process, les process commerciaux, nous, dont on a besoin pour gérer l'appel d'offres, et de trouver les outils qui vont ensuite pouvoir rentrer là-dedans. Et si possible, un seul outil qui comprend l'ensemble. C'est ce qui est plus facile aussi. c'est ça, oui. Pour rebondir là-dessus, je sais que pour ma part, on a accès à beaucoup d'outils. On a une chance incroyable d'avoir accès à pas mal de solutions. Mais il ne faut pas que ça devienne contre-productif. Parce que du coup, il faut rationaliser tout ça. Moi, j'essaie de plus mener mes équipes vers utiliser les outils Google, que je trouve sont très collaboratifs et facilement accessibles. Comme par exemple pour tout ce qui est backlog, enfin pour tout ce qui est, comment on appelle ça, planificateur de tâches, j'utilise seulement l'outil chat. L'outil chat de Google embarque les échanges de documents et la création de tâches qui permettent de définir des tâches avec une date ou une durée, avec des alertes, etc. Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui ne veulent pas mettre leurs données d'avant-vente de réponse à appel d'offres sur Google. Alors peut-être que, je ne sais pas si c'est derrière des instances, des environnements propres à l'entreprise qui sont utilisés ou si c'est le Google classique. Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui ne veulent absolument pas que des données issues soit de cahiers des charges confidentiels, soit de propositions, soit partagées ou déposées sur Google. Je ne sais pas si c'est un sujet, quand vous avez fait le choix de Google, qui a été discuté. Alors, à savoir qu'on a, comment dire, on a une configuration de Google qui nous est propre. C'est-à-dire qu'il y a du développement derrière quand même. Oui, donc dans ce cas, effectivement, si vous avez la maîtrise des serveurs et de l'hébergement des données. Oui. Effectivement, comme dit Pascal en commentaire, il y a le même problème avec Teams, sauf quand il y a des serveurs, tout dépend effectivement de la configuration qui est derrière. Mais c'est un vrai sujet, ce sujet de la confidentialité des données. Dès qu'on parle de partage, c'est toujours un peu délicat de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Ouais, comme tu dis, Christophe, GDPR, chez nous, un peu des données clients sur Google, beaucoup de gens sont dans ce cas de figure. Oui. Alors. Je vous propose qu'on passe à la rédaction, parce que je vois l'heure, et pour qu'on ait le temps au moins d'en couvrir quelques-uns. Sur la GDPR, pour nous, c'est un vrai souci parce que les serveurs SFTC, par exemple, où les données clients peuvent être hébergées, et d'autres outils internes d'elle, la majorité est en Inde. Bien entendu, ce n'est pas dans l'Union européenne. Donc, il faut qu'on justifie que nos collègues en Inde suivent exactement les mêmes process de GDPR qui sont appliqués et applicables en Europe. Donc, c'est le cas. Hein. Donc, on fait une attestation, etc. Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, sur certains outils, à l'instant T, votre donnée, elle peut être à Paris, dans un data center, mais elle peut être en Inde, elle peut être aux US. Et pour des clients du type défense ou des choses comme ça, c'est critique pour eux de savoir. On a des clients qui sont très exigeants
par rapport à ça. Donc après, les outils, nous, je trouve qu'on a un grand groupe aussi, mais on a beaucoup trop. Donc on essaye de rationaliser tout ça et d'automatiser un maximum de choses. Ça ne se fait pas en 10 minutes, hein, bien entendu. Donc on a une trame qui s'appelle un Bitbook, qui est un pur Excel, où derrière, il y a des onglets. Et chaque onglet, il y a un onglet des participants, des contacts, des congés aussi, qui peuvent impacter la disponibilité. Et puis après, il y a des onglets sur les risques, sur l'avancement, etc., etc. Et on est en train de mettre en place des structures qui permettent d'avoir des hyperliens pour renvoyer directement les personnes vers le bon endroit pour stocker ou récupérer de l'information. Mais c'est un vrai casse-tête parce que c'est plein de verrues de partout. Et ce qui est important aussi, au-delà de tout ça, c'est les process qu'on a en interne. À tout moment, il faut que tout le monde sache qu'on utilise ça et pas autre chose. Et que l'information, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc ça, c'est vraisemblablement les deux, trois challenges importants qu'on a, nous, au niveau des équipes de bid management. Et il y a un point qui a été négligé pour le moment, et je vous laisserai la parole après, c'est tout ce qui est utilisation des plateformes externes pour récupérer les appels d'offres, qui sont aussi des outils de préparation pour moi, parce que dans la phase de préparation, il faut déjà regarder comment il faut soumettre. Donc, il est important d'aller voir sur le ministère de la Défense qui publie un appel d'offres, savoir comment il faut le restituer, sous quel format, etc. Donc, c'est aussi cette connaissance et ces compétences-là qu'il faut avoir, parce qu'on est en France, bien entendu, hein, il n'y a pas une plateforme unique comme en Allemagne où on va récupérer de l'appel d'offres. Donc, il y en a des milliers, et avec chacune leurs propriétés, leurs contraintes et leurs exigences. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel on fait attention, parce qu'à la fin du traitement de l'opportunité ou du bid ou du RFP, c'est là où tout s'accélère, c'est là où on passe tous en mode panique. Et d'un seul coup, il y a une petite voix qui dit « Mais comment on fait pour soumettre ?» Voilà. Donc, je voulais rajouter ça aussi avant qu'on passe sur les autres chapitres. Voilà. Bonjour tout le monde. Pascal, juste pour compléter ce qui est dit, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Je vous écoutais. Il y a beaucoup d'outils, et je pense qu'enfin on a même beaucoup trop d'outils, et puis on a vite fait de se perdre, hein, etc. C'est quoi la taille un peu typique des deals sur lesquels vous travaillez? Parce qu'effectivement, on peut avoir beaucoup d'outillage, etc., pour bien suivre, etc., tel deal. Mais après, ça fait plus sens après sur des deals qui vont être 1, 2, 3, 10, je sais pas, 10, 15, 20, 30, 40 millions d'euros, qui vont durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, où on a le temps de mettre en place cet outillage, parce qu'on a un cadencement qui s'inscrit dans la durée, on a le temps de le faire, etc. Alors que sur des deals de 2 semaines pour 100 kilos, sortir tout l'attirail, c'est parfois aussi, c'est quand même très chronophage. Il doit faire le PMO du bid, la gratter, faire le modèle éco, etc. On peut vite se faire bouffer un peu par tout ça, quoi. Et parfois, ça peut compliquer d'être à la fois le chef d'orchestre, le pilote, le cadenceur, le rédacteur, etc. Voilà. Je ne sais pas sur quel type de taille de deal un peu typique vous arrivez à déployer de manière efficace tous ces outils. Ah, c'est une excellente question. Nous, dans mon domaine, on est sur des temps de réponse qui vont de 15 jours à parfois 1 mois, mais en moyenne, on est vraiment à 15 jours. Il faut être très réactif, et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de tout automatiser. Donc tout le process de gestion d'opportunités, de partage, d'alerte, d'infos, d'absence aussi, de notification d'absence, de partage de documents, de postes, hein, a été digitalisé. Et on suit exactement nos process commerciaux pour plus avoir à réfléchir et pour aller hyper vite. Donc, dès que l'appel d'offres est partagé avec nos partenaires sont nos filiales, ils ont la formation automatiquement. Ça sous-entend que les offres sont plus ou moins formatées de base, quoi, en fait, aussi. On les forme. Alors, on forme. Nous, on paie les licences pour nos filiales. On a 2 personnes en moyenne identifiées qui sont nos relais, qu'on appelle les tender coordinateurs, dont je crois qu'on a Nolwenn avec nous aujourd'hui, qu'on forme, qu'on entraîne, qu'on motive, et qui savent exactement quoi faire et comment ça fonctionne. Et il y a un backup si la personne n'est pas là. Et c'est cette personne qui fait le lien ensuite avec tous les experts de chaque métier dans son pays.
Mais après, c'est vrai que ça, c'est pour un certain volume. Quand il y a moins de volume, de tout automatiser est peut-être pas justifié. Mais par contre, tout ce qui est outils Teams, choses comme ça, c'est des choses qui permettent de faciliter, de répondre plus vite et de partager les documents, d'avoir l'historique qui peut se faire pour des petits deals, hein. Alors, nous, on le fait à partir du moment où il y a plus de 3 interlocuteurs. Voilà, 3 pays. Moi, j'ai la difficulté, je vais pas m'étendre dessus vu l'heure, mais effectivement, c'est toujours compliqué. J'ai fait, moi, de mon côté aussi, une sorte de bitbook dans lequel ça peut une template standard que je déroule tout le temps. J'essaie de dérouler tout le temps sur le deal important. Mine de rien, au bout d'un moment, quand il y a trop de sujets à traiter, c'est compliqué d'avoir cette maîtrise, on va dire, strictement de l'ensemble de l'outillage. Ça peut vite vraiment bouffer l'ensemble du temps, etc. Ça peut toujours la limite, je trouve, d'arriver à bien s'outiller, je trouve que c'est important. Mais je pense, quelqu'un a marqué tout à l'heure, trop d'outils, tout l'outil. Effectivement, à un moment donné, on peut entrer dans un peu dans un engrenage, un peu, faut faire l'outillage, avoir mon truc, etc. Et puis en fait, on passe plus de temps peut-être assez sur d'autres sujets qui sont fondamentaux pour gagner le deal, quoi. Ça peut ça. Nous, chez nous, pour répondre à ça, on a divers process qui s'appliquent en fonction des seuils. Mais nous aussi. Des montants. Donc, plus le montant est faible, moins tu as d'armée mexicaine dessus. Tu passes sur des pré-approved terms parce que le fait de s'engager sur un deal à 20K avec des pénalités qui vont être plafonnées à 500 €, c'est pas 500 € qui vont mettre en péril d'elle. Donc, on s'en fout d'avoir les gouvernances qui vont bien, etc. Donc, on prend le risque, etc. Par contre, après, plus ça monte, plus vous avez des gens qui vont commencer à intervenir, la finance, le légal, etc., etc. Donc, les aspects techniques, parce qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui dise techniquement ce qu'on propose, ça va fonctionner. Voilà, c'est la partie service, c'est pareil. On est capable de délivrer ce qu'on écrit sur la présentation. Donc, ça c'est aussi des éléments qui sont importants. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que, on est dans le domaine informatique. Plus les années passent, moins les fenêtres de tir pour répondre sont grandes. Donc, moi, j'ai connu, quand j'ai commencé à travailler sur du bid management, des temps de réponse de 1 mois et demi, où tant que vous n'aviez pas retourné le NDA, le client ne pouvait pas avancer. Donc, ils ont compris le truc et ils ont trouvé des subterfuges. Mais maintenant, c'est vrai que même sur un truc à 100, 200 ou 200 millions, ils vont vous laisser 3 semaines pour répondre. Bon, ça va être avec plusieurs étapes peut-être dans la succession, mais vous avez à chaque fois 2 ou 3 semaines pour répondre. Bon, on a tous les mêmes problèmes. On se sent moins seul. Ça rassure. Ça rassure, oui. De savoir que d'autres ont les mêmes problèmes. Mais sachant, on vend pas la même chose. Moi, je travaille chez Capgemini, donc plutôt de la presta, des plateaux, ce genre de choses. C'est pas ici du spécifique aussi. Donc, on a tous les mêmes problèmes à la fin. On a tous les mêmes problèmes. On aime bien travailler avec Capgemini parce qu'on leur pose tous les risques et les responsabilités. J'ai rien dit, Pascal. Moi, je bosse côté Capgemini Engineering, donc Exaltran, donc j'ai pas ces problématiques-là. Ah, d'accord. Tu diras pas à tes collègues alors. Non, mais on découvre la machinerie du groupe Cap depuis quelques mois. Donc, Écoutez, il est déjà 13h48. Certainement, les discussions sont très, très animées et il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'outils, donc on peut apprendre et je pense qu'il y a toujours des trucs et astuces qui peuvent nous permettre d'améliorer comment travailler dans ce monde un peu. C'est quoi l'objectif? Hyper dynamique, ne pas dire une autre chose, hyper dynamique des proposal management, le management des appels d'offres. Et il faut conclure, je pense que c'est un très bon échange, ce type d'informations. Le prochain rendez-vous, c'est tel qu'indiqué sur l'écran, c'est le 10 décembre pour faire un bilan de fin de l'année 2021, la première année de APMP francophonie. Dans ce bilan, on va analyser, on va demander aussi de savoir quels sont les types de webinaires préférés. Je pense que ce type de webinaire qu'on a eu aujourd'hui, c'est très enrichissant pour tous. Donc, n'hésitez pas à voter sur ça.
Et après, on revient le 14 janvier avec un webinaire. Delphine aurait plus d'informations sur ce webinaire. Delphine, veux-tu partager 2 mots pour le Pardon, webinaire du je pense, 14 ouais, janvier? je pense juste avant ça, peut-être Hilda et Sandrine et l'équipe, vous me direz si vous êtes OK, mais peut-être que comme la deuxième partie est aussi super importante, peut-être qu'on peut prévoir un autre webinaire sur ce sujet aussi pour aborder la deuxième partie, Avec plaisir. parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Très intéressant, ouais. Ouais. Oui. Oui, aussi. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on peut discuter le 10 décembre aussi. Ça va sortir le format préféré. Je pense que ce format, comme je viens de mentionner, ce format d'échange nous permet à tous d'apprendre plus de que ça marche et que ça ne marche pas, surtout que ce qui marche et les types d'outils peut-être préférés pour un certain type d'offre et selon le temps aussi pour la soumettre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant de... Ou qu'il se taise à jamais. Non, je ne sais pas si Delphine est encore là ou a dû partir. Pour le 14 janvier, on a invité on a un invité spécial qui va nous faire une présentation. Je ne sais plus le sujet exact en tête, mais le point de vue de l'acheteur. Ouais, ce sera une sorte de masterclass. Une sorte de masterclass sur le point de vue de l'acheteur. Et donc, si vous pouvez déjà, ce qu'on a été obligé de décaler au 14 janvier pour que ça colle au niveau des dates. Donc, vous recevrez l'invitation bien rapidement, mais notez ça dans vos agendas. C'est quel profil, l'acheteur? Sans dévoiler le nom de la société? C'est du secteur public, c'est du privé? Alors, à l'origine, il est plus orienté secteur public, mais on lui a demandé de faire quelque chose qui soit un peu plus ouvert. Pour qu'on ait justement, nous, enfin, au niveau des adhérents, on a un peu de tous les profils. Donc, pour avoir quelque chose de plus ouvert. Et il a présenté, c'est à la dernière conférence à PMP, il avait fait un sujet sur justement le point de vue de l'acheteur, enfin sur une recherche qu'il a faite. Il avait mené une recherche auprès d'acheteurs européens qui se positionnent donc sur des marchés européens. Et il avait analysé tout ça, il avait fait des travaux de recherche autour de ce sujet-là pour en ressortir des bonnes pratiques. Et Delphine, qui avait participé à cette conférence, nous avait partagé un petit peu les idées qui étaient ressorties. Et c'est vraiment des idées qui s'appliquent aussi bien à des marchés publics que privés. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de pouvoir assister à cette présentation. J'ai toujours rêvé d'être une petite souris du côté des acheteurs quand ils dépouillent les réponses aux appels d'offres pour savoir un petit peu ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, comment ils réagissent quand ils reçoivent des offres. Donc, ça va être le but de cette session-là. Mais ça risque d'être intéressant. Super. Donc, merci à tous de votre participation, de vos inputs. Et on se voit le 10 décembre. Le 10 avec un verre de votre côté, si vous le souhaitez. Enfin, on voulait que ce soit un peu festif. En virtuel, c'est pas facile. Voilà, histoire de partager un verre à distance. Si vous pouvez. Nous, c'est alcool policy, mais nous, si vous ce sera pouvez, prenez tout verre pour moi, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.